Déjà, salut à toi, salut à D'accord, Kevin, salut. salut Skitter, salut Insaf aussi, que je connais pas. Bah, c'est un peu notre rentrée. Juste pour vous préciser, Joseph n'est pas très fan de Twitter. Il vient spécialement pour nous. Il est beaucoup plus actif sur Instagram, où il a une bonne communauté. Voilà, hein, faudra en profiter aujourd'hui parce que après le space, il m'a dit qu'il s'en va parce qu'il boycotte Twitter. Ouais, je passe en coup de vent. J'ai jamais, enfin, je suis pas fan de X. Je suis Oui, sur Threads surtout, donc l'équivalent de c'est vrai. X, Ouais. mais moins connu lié à Instagram. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est super en tout cas que tu as accepté de venir parler avec nous. Bah, Moi, merci à vous tous. Ça me oui. fait plaisir. Ben, tu vois, nous, c'est une petite communauté, les écrivains de l'hiver. En gros, on est un peu des écrivains juniors. On s'entraide, on discute. Juste pour vous préciser, ben Skitter et Kevin, Joseph, je lui ai parlé pour la première fois via Simplement Pro, parce que sur Simplement Pro, du coup, il propose à des personnes qui acceptent de chroniquer des livres de lire ses bouquins. Donc, il m'a proposé de lire son bouquin, un de ses bouquins, parce qu'il en a 8 ou 9. Ouais. Il faudra qu'il nous raconte Je ça. travaille sur le neuvième en ce moment. Ah ouais, Je en travaille sur le plus. neuvième. Voilà, c'est En ça. plus, on va dire 9 déjà, parce que Mhm. je pense que je suis sûre que tu vas le terminer de toute manière. Donc, et du coup, donc via Simplement Pro, j'ai découvert un peu son univers à travers un de ses livres, et je me suis compte aussi que ses livres, la plupart de ses livres étaient liés. Et puis j'ai vu aussi le parcours de Joseph qui a fait une école de cinéma ici en France et qui après vit aux États-Unis. Je sais pas quelle heure il est chez toi là actuellement. Là, il est 10h43. On a 9 heures de différence. Donc, Ah je ouais. vis dans le passé par rapport à vous, entre guillemets. Voilà. 10h43 du matin. Ah ouais. Bah franchement merci de t'être levé, d'avoir accepté de discuter avec nous. Le but c'est vraiment de Mhm. parler de ton parcours, de aussi d'avoir peut-être des petits conseils. Moi, je trouve que, enfin, après avoir chroniqué ton premier livre, je trouve que ben t'as acquis une solide expérience. Et aussi, j'essayais aussi de comprendre ce qui t'a motivé, comment t'en es arrivé là, parce que 9 livres, D'accord. c'est pas rien. Et donc, je te laisse te présenter, parce que là, je te laisse te D'accord, non, présenter. non, il y a pas de souci. Bah, du coup, alors moi, c'est Joseph Kochman. Du coup, oui, je suis né en France, même si je vis aux États-Unis maintenant. J'ai vécu environ 21 ans à Paris. Je me souviens plus maintenant. Je commence à me faire vieux. Du coup, oui, au départ, bah, je voulais travailler dans le cinéma. Donc, j'ai fait une école de cinéma sur Paris qui s'appelle l'Écart. Et je voulais travailler dans la réalisation. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais quand je suis allé à l'écart, j'ai commencé à me vouer une passion pour l'écriture, surtout l'écriture scénaristique. Et en parallèle, j'étais déjà en train d'écrire mon premier livre, Mute. Mais à l'époque, je le faisais pas entre guillemets sérieusement parce que je m'étais dit que voilà, bah je voulais faire des films. Enfin, je pensais que je voulais faire des films parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on croit vouloir faire et ce qu'on veut vraiment faire au fond de nous. Et du coup, bah, j'avais du mal à m'avouer en tant qu'auteur parce que surtout même à l'époque, quand j'étais jeune, c'est difficile maintenant, hein, je dis pas le contraire, hein, c'est toujours très 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 difficile, mais ça l'était encore plus dans le milieu, il était encore plus fermé à l'époque, enfin, il était fermé différemment, on va dire, voilà, plutôt comme ça. Et donc du coup, on pouvait pas vraiment s'affirmer auteur avant vraiment d'avoir commencé à sortir des trucs. Alors c'est un peu toujours le cas aujourd'hui, cela dit, mais voilà, donc du coup, j'avais du mal à m'assumer comme tel. Bah après mon école de cinéma, donc j'ai rencontré ma future épouse qui est américaine et bah comme en France j'avais pas trop d'accroche et puis j'avais envie de tenter de prendre des risques, je suis un peu impulsif. J'ai bougé aux États-Unis, du coup en Arizona. Donc l'Arizona, je sais pas si vous voyez où c'est au sud-ouest des États-Unis. Mhm. Ça touche la Californie et ça touche la frontière du Mexique. Donc il fait très très chaud ici. Voilà, c'est très très loin. Les États-Unis, c'est très vaste. On a toujours cette idée des États-Unis. On a tous les stéréotypes des États-Unis. On a des stéréotypes pour tous les pays. Mais en fait, le pays est tellement vaste que vraiment d'un État à un autre, c'est vraiment pas la même atmosphère, même la même mentalité. Même s'il y a des choses qui se rejoignent, hein, bien sûr. Mais donc du coup, en Arizona, je me suis senti un petit peu paumé. J'étais dans le désert, dans tous les sens du terme.
j'errais dans le désert, voilà. Voilà les cactus, le canyon et tout. Et puis je savais pas trop quoi faire de ma vie et de ma carrière, surtout que l'industrie du cinéma, elle est pas très florissante en Arizona. Et puis j'avais des proches avec qui je commençais à faire des films. Alors rien de très rien d'incroyable, hein. J'ai même fait des très mauvais films. Euh, mais du coup, voilà, je me suis retrouvé un peu pieds et mains liés. Je passais par des moments difficiles, de dépression assez sévère notamment. J'ai pas de, enfin, j'ai aucun mal à en parler, et je trouve que c'est sain de parler de ce genre de choses, parce que je pense qu'en tant qu'artiste, on traverse des périodes difficiles, hein, tous. Et du coup, j'ai passé ma première année à galérer, à essayer de refaire des films, mais sans trop succès. Et puis la deuxième année, j'ai commencé à bosser. Alors ça c'est un peu drôle. J'ai été monteur vidéo dans un institut de beauté, ce qui veut un peu rien dire. En fait, c'était deux patrons. Il y en a un qui voulait faire un studio de cinéma et l'autre qui voulait faire un institut de beauté. Et en fait, ils ont construit les deux côte à côte. C'est très américain de faire ça, où on fait un petit peu en mode YOLO. Et le studio de cinéma a pas marché, mais l'institut a marché. Donc du coup, ils utilisaient le studio de cinéma pour faire la pub de leur institut. Et donc, comme j'avais travaillé dans le cinéma et que je faisais un peu de montage, parce que je m'estimais pas encore assez capable de pouvoir raconter des histoires, c'est là où j'ai commencé à bosser là-dedans. Je sens que ça me passionne vraiment parce que dans les instituts de beauté, c'est pas trop mon délire, mais bon, admettons. Même si je respecte les gens, les gens qui aiment bien ça, hein, voilà, c'est pas du tout pas de jugement, hein. Mais moi, c'était moins mon truc, voilà, on va dire ça. Et en fait, c'était un peu la galère parce que j'avais été engagé, on me donnait pas grand-chose à faire et j'avais des grands moments où j'y allais, et je passais 8 heures devant mon ordi et je disais qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, et on me disait il y a rien, juste attends, bosse sur des projets personnels, ce qui était un peu du gâché d'argent pour eux, mais bon, admettons. Et donc du coup là je suis retombé sur ce livre Mute que j'avais commencé avant mon école de cinéma, et j'avais fini la première partie, et puis je me suis dit je vais le terminer, je vais tout mettre dedans. Et donc encore une fois, c'était la période de ma vie où j'étais très dépressif, mais du coup j'ai tout mis à l'intérieur, et donc j'ai fini Mute, et je dirais que c'est un bouquin qui est très à fleur de peau, euh, parce que comment dire, j'avais pas encore trop mes bases d'écriture, mais il était très sincère dans ce que je voulais dire à l'intérieur. Et donc du coup, ce que je tiens à dire là-dessus, c'est que j'avais une formation de scénariste, pas d'écrivain de romans. Donc du coup, j'opte pour un style qui est assez cinématographique, parce que dans le scénario, on nous apprend notamment à se concentrer plus sur l'action avant tout et les dialogues, moins sur le fait moins sur la description, par exemple. Alors je dis pas que du coup il y a pas de description dans mon livre, hein, c'est pas ça, mais du coup j'avais une approche qui était un petit peu différente par rapport à ça. Bref, et du coup j'ai fini Mute. Et ensuite, mon épouse et moi, on a bougé à Los Angeles pour voir s'il y avait des meilleures opportunités, notamment pour moi. Donc mon épouse est dans l'éducation, donc c'était un peu plus facile entre guillemets pour elle de trouver du boulot, quel que soit l'endroit où on allait. Et pareil, la première année en Californie, donc on était à Burbank, Burbank, c'est la ville qui est voisine à Los Angeles, mais ça reste Los Angeles. C'est comme quand on dit je suis en banlieue parisienne, je suis à Paris, c'est un petit peu le même effet. Burbank, c'est là où il y a des studios comme par exemple Disney ou Warner, si j'ai pas de bêtises. Mes premières années, j'ai assez galéré, et puis j'avais beaucoup de mal à trouver un éditeur pour Mute. Et puis je manquais assez de confiance en moi. Du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire que j'avais assez de matière pour écrire une prequel à Mute, donc ce qui se passe avant, qui s'appellerait Blind. Donc j'ai commencé à Mhm. travailler sur Blind. Mhm. Et c'est là où du coup j'ai trouvé au bout d'un an du boulot dans la traduction de sous-titres de films et de jeux vidéo dans le coin. Et ça a été vraiment un gros changement pour moi parce que ça m'a permis vraiment d'allier ma passion qui était l'écriture à un travail où je pouvais un peu gagner ma vie, quoi, voilà. Donc la traduction, c'est pas exactement pareil que la création, hein, bien sûr, mais il en reste que ça restait dans l'écriture, donc j'ai pu lier les deux. Et là, on a bougé dans le centre-ville de Los Angeles, et là j'ai commencé à écrire, à terminer mes autres livres, donc Blind, et je voulais faire une trilogie, donc Def, qui est devenue donc ma trilogie des singes de la bêtise. Et c'est là où je pense que j'ai commencé vraiment à m'affiner et prendre confiance en moi par rapport à mon écriture. Et c'est là où j'ai trouvé ma première maison d'édition, qui s'appelait Boss Dodor. C'était une petite. Dis-moi surtout si je parle trop, hein. J'y vais pas à pas, hein. Mais du coup, oui, Boss Dodor, c'était une petite maison d'édition. Alors, Euh,
Ouais, Oui, 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 non, c'est super intéressant. Ben, peut-être que non, c'est pas que tu parles trop. Moi, c'est ouais, mais peut-être que je vais entrecouper pour que ça paraisse plus dynamique. Mais oui, sinon, tu bien rentres sûr. vraiment dans le sujet. Moi, ce que j'ai retenu déjà au départ, c'est que le cinéma a créé chez toi ce déclic. Ce que je trouve intéressant parce que quand on parle avec plusieurs écrivains juniors, et même moi, j'ai fait une fac de ciné. Bon, sauf que moi, c'est pas c'était dans l'autre sens. Mais je veux dire, est-ce que tu peux nous parler vraiment de ce déclic? Est-ce que c'est via les cours de scénario ou bien c'est l'image qui a créé en toi ensuite une envie de construire des intrigues? Il y a beaucoup de choses en fait. Oula, on m'entend? Ça a bugué encore. Ah non, c'est bon, on m'entend? Ouais, Ça fonctionne. ça a bugué un petit peu, ouais. Ça a bugué un petit peu, mais là on m'entend de nouveau, c'est bon? Oui, là c'est bon. Mm. D'accord, ok, super. Bah du coup, c'est pas que le cinéma, je dirais. Je dirais que le cinéma, j'utilise beaucoup parce que c'était comment dire, c'était le premier chemin que j'ai pris et c'était ce que je pensais que je voulais faire. Et donc du coup, bah la mise en scène et l'image, c'est des choses qui me touchaient et le style direct scénaristique, c'est quelque chose qui me plaisait, notamment parce que je trouvais qu'à une époque, il y a beaucoup de romans qui allait pas assez droit au but, voilà, si je puis me permettre, qui était qui était comment dire, bah qui avait des styles que je trouvais pas assez cinématographiques, voilà, oui effectivement justement. Et oula, ça a l'air de bugger encore, je vois plus Non, rien. non, 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 c'est bon. non, non, on t'entend bien. Ouais. Mm. D'accord, d'accord. Dans du moment qu'on m'entend, alors, n'hésite pas à me dire si ça bug. Hein. C'est l'image là Oui, qui est un oui. petit peu bizarre. Mais bon, bref. D'accord, ok, super. Qu'est-ce que je dis? Oui. Du coup, il y a ça qui m'a touché, mais c'était pas la seule chose. Je pense que les choses qui m'ont le plus touché, en vrai, c'est les jeux vidéo. Le monde vidéoludique, la façon dont la narration était utilisée via l'interaction. Le fait de jouer, qu'on se plonge dans une histoire, qu'on soit le héros d'une histoire. La narration en jeu vidéo, quelque chose qui me touchait. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais jeune, le jeu vidéo, c'était encore vu comme un, comment dire, comme un hobby de niche, un petit peu mal vu. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Hein. Maintenant, c'est très très populaire le jeu vidéo. Mais dans les années 90, au début, c'était quand même un truc un peu entre guillemets de nerd, quoi, de geek. Et je dis pas ça Mm. péjorativement parce que je suis un nerd, je suis un geek. Hein. Mais à l'époque, c'était vu de manière péjorative, donc j'osais pas trop le dire. Ça m'a vraiment touché, surtout bah, de jouer à des jeux d'aventure et de voir surtout bah, comment on peut faire en sorte que une personne extérieure à une œuvre rentre dans une œuvre et interagisse avec l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment utiliser via l'écriture. Quand on lit un roman en général, on a tendance à être extérieur au récit en tant que lecteur. Mhm. Parce qu'on reçoit ce qu'il y a écrit. Et moi, j'aime beaucoup écrire des œuvres où les lecteurs deviennent d'une certaine manière, les lectrices et lecteurs deviennent d'une certaine manière acteurs, pas acteurs, aussi acteurs, voilà, c'est ça, Mhm. de ce qui se passe aussi. Et donc de jouer avec un peu le quatrième mur, voilà, de briser un peu le quatrième mur. Mhm. Et là, par exemple, tu peux nous citer un jeu vidéo qui t'a poussé à écrire certaines intrigues? Oh oui, oui, bien sûr. Bah, il y en a plusieurs. Après, c'est un peu long, mais je dirais ma référence absolue, c'est Ron Gilbert. C'est le créateur de la série Monkey Island. C'est un peu vieux, D'accord. Mhm. voilà. Même moi, Et ça me j'aime dit rien. beaucoup aussi. D'accord. Il y a Tim Schafer aussi qui est, bah, il a travaillé sur Monkey Island. Il a créé Mhm. une compagnie qui s'appelle Double Fine. Il a créé un jeu qui s'appelle Psychonauts, entre autres. Mhm. Et puis il y a des œuvres japonaises aussi, les visual novels, comme la série Mhm. Ace Attorney, Phoenix Wright, Mhm. ou la série Danganronpa par exemple, qui Mhm. sont des séries de jeux vidéo où c'est très axé sur bah, la narration, et l'aventure et la réflexion, ce genre de choses là, voilà. Moins l'action. Mm, mm. Et après, vous pouvez aussi poser vos questions, hein, n'hésitez pas. Skitter ou Kevin, si tu veux monter. Moi, à partir du moment où donc tu as ce déclic, voilà, via le cinéma, l'image et ce qui t'a toujours touché, comment tu organises tes journées d'écriture? Est-ce que tu as déjà un rythme très, très, très rigoureux ou bien tu vois une évolution depuis que tu écris? Comment t'as organisé ça? Comment ça a commencé? J'ai affiné ma patte en fait. Je dirais déjà, il y a un truc qui m'énerve, c'est vraiment quand on dit bah il y a une façon d'écrire.
on écrit comme ça. Je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que au fur et à mesure, on apprend à se forger une manière de travailler qui nous va à nous. Et ça se cherche, ça se construit petit à petit, en tentant, en faisant des choses. Moi, j'ai un rythme assez particulier parce que depuis 2018, j'ai un plan très précis de ce que j'ai envie de faire. En 2018, j'ai imaginé 2 sagas, une de 5 bouquins, donc que je viens de terminer, et une de 3 livres. Donc là, je suis en train de faire le tome 1, et donc je savais exactement où ça allait. Donc j'ai un squelette général de là où j'ai envie que tout mène, parce que tout est lié d'une certaine manière. Ensuite, j'ai une méthodologie qui se rapproche de ce qu'on appelle le gardener en anglais, quoi qu'en français on dit le jardinier. Donc c'est les personnes qui écrivent, qui ont une idée générale de ce qu'elles ont envie de faire, mais les détails se construisent quand elles sont dedans. Et moi j'aime bien cette méthodologie de travail. Alors je dis pas qu'elle est meilleure, parce qu'il y a des gens qui ont envie de tout vraiment chronométrer précisément, et d'autres qui ont rien envie de prévoir et qui se laisse aller. Et en fait, tout fonctionne, ça dépend vraiment de la mentalité qu'on a derrière. Moi, cette méthodologie, donc d'avoir les gros jalons de ce que je veux faire, mais de me laisser une petite liberté, ça me permet à la fois de garder en tête où je vais, mais en même temps de pouvoir me laisser des ailes pour voler un peu où j'ai envie, quoi, pour que les personnages y puissent vivre. Parce que si c'est trop serré, trop formaté, là j'arrive pas à respirer, et si j'ai pas de cadrage, je sais pas où je vais. Donc du coup déjà ça c'est important. Ensuite l'autre chose que je conseille vraiment de faire, enfin en tout cas pour moi c'est ce qui, enfin encore une fois j'ai dit que les conseils d'écriture généralisés je les aimais pas, mais en tout cas moi ce que je fais, voilà, je sais pas après si ça va vous toucher particulièrement, mais c'est que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui abandonnent l'écriture, c'est des gens qui projettent trop par rapport à ce qu'ils veulent faire. Alors c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je dis, parce que je disais que j'avais un plan de plusieurs livres, mais il en reste que quand je suis sur un livre, j'oublie tout ce qu'il y a après. Parce que si je me concentre trop sur ce qu'il y a après, je perds ma concentration sur ce que je fais maintenant en fait. Et ça c'est pareil aussi pour ça que chaque entre guillemets scène ou chapitre que j'écris. Quand j'essaye d'écrire une scène ou un chapitre, je me dis je vais écrire la meilleure scène ou le meilleur chapitre possible, comme si c'était un petit livre. Et je me concentre essentiellement sur ça. Je le fais à fond, vraiment en essayant d'oublier tout ce qu'il y a après, en y pensant un petit peu quand même pour que ce soit cohérent, mais je sais que ça existe déjà parce que j'ai déjà placé mes jalons, donc je me fais confiance. Ensuite, j'ai des alpha et bêta lecteurs, et en général, je leur donne un chapitre fini à fond dès qu'il est terminé. J'attends pas que le livre soit fini parce que c'est trop gros en fait. Et j'attends leur retour, ils sont 4-5. Et là, du coup, j'ai quelque chose j'ai des retours très précis de savoir, est-ce que c'est bien, où est-ce que je vais et tout ça. Et une fois que tout ça est bien fini, terminé, je passe au chapitre suivant. Et c'est vraiment ma méthodologie. C'est vraiment de se concentrer sur une chose à la fois, mais de se dire, si c'est la dernière chose que j'écris, faut que ce soit le meilleur truc possible. Et je pense que ça permet vraiment de rester focus sur un truc et de pas trop s'éparpiller. C'est pour ça que c'est comme ça que j'ai pu finir 8 livres et que là j'arrive au neuvième. C'est parce que je me suis pas concentré sur le fait de j'ai envie d'écrire 8 livres. Je me suis concentré sur le fait de ok, aujourd'hui j'écris le chapitre de ça. Il faut que ce soit trop bien. Voilà. Et le reste on s'en fout. Si ça a du sens. Voilà. Non, ça a beaucoup de sens parce que c'est vrai que souvent, quand on écrit, on a une vision globale de ce qu'on veut faire, alors qu'on devrait mettre toute notre concentration peut-être sur ce qu'on est en train d'écrire. Donc, c'est intéressant. Tu, tu préfères faire petit A par petit A et après, non, je trouve ça intéressant. Oui, c'est ça. En fait, c'est un truc que j'ai appris d'ailleurs en école de cinéma, dans les scénarios, c'est que et on va me dire c'est logique, mais je trouve ça intéressant quand même si c'est assez basique de dire ça. Mhm. C'est de dire que dans un film, chaque scène c'est comme une petite pièce qui a une forme, et on fait donc toutes ces petites pièces qui ont des formes différentes. Et à la fin, en fait, il faut que toutes ces pièces, elles s'encochent les unes aux autres. Mhm. Voilà, dit comme ça paraît bête, mais il en reste que du coup, il faut que chaque pièce, elle soit très belle. Qu'elle s'encoche après, on le voit au fur et à mesure. Mais il faut rester fixé sur le fait de construire une belle pièce avant de rester fixé sur le fait d'encocher les pièces, si ça a du sens. Parce que l'encochage, il vient après, voilà. Je pense que si on se concentre trop sur le fait que l'ensemble soit parfait, que tout Mhm. soit bien tout de suite, on est trop dans l'esprit de la personne qui corrige, du perfectionnisme, et pas Mhm. dans la personne qui crée. Il faut se libérer quand on crée. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment quand on fait un premier jet,
d'essayer de réfléchir le moins possible. Parce que c'est quand on commence trop à surréfléchir à ce qu'on fait que qu'on perd un peu l'étincelle. La réflexion, elle vient après, quand on a le deuxième regard, quand on se dit, ok, maintenant je vais vraiment analyser ce que j'ai posé. Est-ce que ça a du sens maintenant? Voilà. On n'entend plus. Il y a un petit bug. Non, non, j'ai arrêté, j'avais fini Ah ma ouais, ok, phrase. ok. Non, non, clairement, ça a du sens oui, en fait, c'est parce que beaucoup d'écrivains tombent dans le perfectionnisme. C'est Mhm. un perfectionnisme un peu maladif parce qu'on a tellement envie que l'intrigue soit solide que on est toujours sur le global, on va du global au détail. Et c'est vrai que ça mélange un peu la chose. Mais moi, j'ai été intriguée, par exemple, dans le fait que quand t'as dit que t'avais déjà le squelette. Ouais. Comment ça s'est effectué le brainstorming pour toi pour avoir ce squelette? C'est parce que Oh, la vache, ça remonte, ça remonte. il t'a Alors j'ai fallu essayé d'en combien parler, mais d'années j'essaie. il t'a fallu déjà combien d'années pour avoir un squelette déjà? Quand j'ai commencé à travailler sur Mute, au départ, j'avais pas d'idée vraiment de saga à proprement parler. J'étais juste focalisé sur Mute. Et en fait, en écrivant Mute, je me suis rendu compte qu'il y avait la place pour écrire une préquelle qui est devenue Blind du coup. Et à partir de là, je me suis dit, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux trois singes de la sagesse. Donc ne dis pas le mal, n'entends pas le mal et ne vois pas le mal. Et je me suis dit, bah moi j'aimerais faire l'inverse. Quelles sont les conséquences négatives de ne pas dire, de ne pas voir et de ne pas entendre. Donc du coup, c'est devenu la trilogie des singes de la bêtise. Et ça avait du sens du coup que je fasse Def après Blind. J'ai tout mis dans Def. Et quand Def s'est terminé, donc c'était vers 2018, je me suis senti assez vide parce que j'avais fini un gros projet, c'était le gros projet de ma vie et je savais pas trop quoi faire. Et donc c'est là où je me suis dit, il faut que j'écrive un bouquin qui parle de ce sentiment de vide quand on finit un gros projet qui nous tient à cœur. Et c'est là où j'ai eu l'idée de, en fait, c'est le rêve du chien, qui est un roman humoristique assez absurde et satirique qui parle de ça. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à me dire, j'ai pas envie de me retrouver avec ce sentiment de vide comme après Def. Donc du coup, j'ai envie de me projeter sur un truc peut-être trop ambitieux. Et je me suis dit, ce serait intéressant si ce roman humoristique satirique, c'était pendant que j'étais en train de l'écrire, du coup, il cache derrière son absurdité un vrai univers profond avec des commentaires politiques, philosophiques et un vrai lore, voilà, avec qui est vraiment du sens en fait derrière cette absurdité. Et c'est là du coup où j'ai commencé à réfléchir à tous les thèmes et toutes les histoires qui me tenaient à cœur depuis l'enfance. Et du coup, j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui lie toutes ces histoires et je trouve ça intéressant comme réflexion de se poser ça, de se dire qu'est-ce qui lie tout ce qu'on a envie d'écrire. D'une certaine manière, c'est nous-mêmes, mais qu'est-ce que c'est nous-mêmes? Enfin, ça mène à des questions un peu plus loin. Mais du coup, voilà, c'est là où j'ai commencé vraiment à me projeter, me dire, je vais faire une saga de 5 livres, qui seraient les chroniques d'un Spiter, donc qui commence avec le rêve du chien et qui finit par Loveless. Donc où on suit ces deux inspectrices canines, c'est des chiennes, qui voyagent dans un univers fantastique. Et comme je le disais au début, c'est humoristique, puis ça devient de plus en plus sombre. Et ça permet d'exploiter des thèmes qui me touchent, même si ça reste un cartoon un petit peu gore, absurde, pas forcément absurde, parce que du coup ça développe vraiment un univers derrière. Mais voilà. Par la suite, du coup, un Spiter Noir, qui est la nouvelle saga que je travaille qui là touche des thèmes plus adultes, plus sombres, et notamment là, donc le premier tome qui va être un roman noir, ce que j'ai envie de faire depuis l'enfance. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Je me souviens plus trop des détails sinon, mais j'espère que j'ai rien oublié. Non, non, mais merci du coup de nous détailler, ça nous permet de comprendre aussi ton parcours d'écrivain. Avant de parler des préquels, moi je voulais donc tu nous as dit que tu avais été édité, du coup tu as d'abord cherché des maisons d'édition ou tu as décidé de te lancer en auteur indé? Comment ça s'est passé? J'ai cherché des maisons d'édition pendant longtemps et ça a été très galère parce que c'est un milieu qui est quand même très compliqué. Mhm, Et donc j'ai trouvé une maison d'édition en 2016-2017 qui était assez petite. Et comme beaucoup de maisons d'édition petites, elle a coulé. Donc voilà, mhm, c'était assez désorganisé et assez frustrant. J'avais sorti Mute, j'avais Blind, et j'ai failli sortir Blind chez eux, mais ça n'a pas marché. J'étais un peu amer de mon expérience et amer de mes relations avec les maisons d'édition. mhm. Il y en a qui sont très sympas, il y en a qui sont pas sympas du tout, on va dire ça comme ça. Euh, Surtout quand tu fais du fantastique et que tu vis à l'étranger,
tout de suite ça te pénalise à leurs yeux. Mais bon bref, je vais pas commencer à râler sur les maisons d'édition, sinon ça va durer 1000 ans. Euh, et du coup, bah là après j'ai repris mes livres en auto-édition jusqu'à Def. Je crois que j'ai sorti Le Rêve du chien en auto-édition. Et puis après j'ai été à compte d'éditeur, donc avec une maison d'édition qui s'appelait Farallon. Et ça paraissait bien partir au début. On est allé jusqu'à Def. Et puis bah ça a coulé aussi. J'ai un peu pas mal d'amertume aussi de ce qui s'est passé parce que ils étaient pas très bien organisés encore et j'ai beaucoup de problèmes avec le milieu des maisons d'édition. Je vais pas décourager les gens de chercher des maisons d'édition, d'être publiés. Il y a des histoires merveilleuses et il y a des gens merveilleux comme tout, mais en général, je trouve le milieu pas très soit pas très organisé, soit très fermé à la nouveauté, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, maintenant, je suis complètement indé et ça me va parce que j'ai pu construire une base de fans et puis voilà. Alors après, peut-être cette base de fans, j'aurais pas pu la construire sans avoir été édité avant. Ça, c'est possible. Hein. Donc je dis pas que on peut juste être indé et ça fonctionne tout de suite. Hein. Mais je pense que par rapport à ce que j'ai envie de créer et la liberté de ce que j'ai envie de faire, c'est le mieux pour moi. Même si j'avoue que c'est vrai qu'en maison d'édition, j'ai jamais eu à censurer mon texte. J'ai dû me battre pour Mute. Il y avait une scène qui passait pas parce qu'on était distribué par Hachette et Hachette a gueulé sur une scène de mon livre qui était jugée trop violente. Et en fait, je me suis battu avec mon éditeur pour leur dire, bah non, je veux la garder. Et mon éditeur m'a dit d'écrire un texte de justification. Et donc du coup, j'ai tout donné et c'est passé. Voilà. Donc j'ai jamais eu à m'auto-censurer, mais j'aurais jamais à le faire, je pense, parce que maintenant, de toute manière, c'est moi qui décide. Voilà. Ah ben c'est super d'entendre ça. Après tu décourages pas. Je pense que en tant qu'auteur indé, il faut aussi dire que ce milieu de l'édition qui paraît tout beau, qui paraît très équitable, très juste, il faut aussi expliquer pourquoi il y a de plus en plus d'auteurs indés. T'es le premier auteur que qu'on reçoit dans les écrivains enfin, dans les écrivains de l'hiver, dans le groupe. Mais moi, j'avais déjà parlé avec un autre auteur indé qui a fait plusieurs livres aussi, et lui aussi, il a eu une expérience exécrable avec les maisons d'édition. Et Ouais. voilà, il y a une grosse déception, tu vois. Et c'est pas forcément que du Ouais, fantastique, hein. il y a beaucoup de problèmes, je pense. Pardon, je t'ai coupé. Non, Excuse-moi, je non, veux juste te répondre sur ce que au tu disais. contraire, vas-y. Euh, mais ouais, non, c'est un milieu qui est très comment dire ça poliment? Je sais pas comment dire ça poliment. C'est un milieu qui se renifle beaucoup les fesses, voilà, on va dire ça comme ça, je suis désolé. Mais disons que il y a des problèmes à beaucoup de niveaux. Il y a des petites maisons d'édition qui essaient de se lancer, mais elles se rendent pas compte de la quantité de travail qu'il y a derrière et elles s'écroulent. Il y a des moyennes maisons qui peuvent être un peu frileuses, mais surtout le problème, c'est les très grosses maisons qui donnent le sentiment, qui donnent l'illusion que on peut y arriver, qu'on peut aller chez eux, mais en fait c'est surtout de la publicité. On se rend compte qu'en fait beaucoup de livres qui sont publiés à grande échelle, bah, c'est souvent du copinage ou c'est des gens qui explosent sur d'autres choses à côté. Maintenant, je sais qu'apparemment ils éditent des livres de gens qui sont des stars sur TikTok et j'ai aucun mépris sur le fait de réussir sur TikTok, hein, c'est super. Mais il y a des gens qui du coup sortent des livres et qui sont pas forcément des auteurs. Alors il y en a qui le sont, hein, sûrement, hein, qui font des trucs formidables, mais du coup c'est vraiment bah c'est du business quoi, voilà. Et en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain et tout, nous on a vraiment envie de faire plus que du business quand même, c'est surtout ça. Voilà, Clairement. mais après il y a beaucoup à dire et j'ai pas envie d'ennuyer les gens sur ça parce que j'ai pas Ah non, ça va. tu nous ennuies pas parce que tu vois, il y a beaucoup enfin, tout le monde se dit, ouais, la maison d'édition, comme ça, le livre a plus de visibilité. Puis après, quand t'entends les expériences de tous ceux qui ont essayé. Et puis c'est intéressant que tu parles de TikTok parce que les réseaux sociaux, d'un côté, ça aide les auteurs indés, et moi, je trouve que c'est même très positif pour les auteurs indés. Mais de l'autre, tu as les maisons d'édition qui essaient de garder leur place à tout prix, Ouais, et du coup, c'est qui ça vont ouais. essayer de d'alpaguer ben, ceux qui ont le plus de vues sur TikTok. Moi, j'ai été Et au... et Oui, et, vas-y, et... oui. pardon, excuse-moi, vas-y finis. Voilà, Non non non, vas-y. t'inquiète. Et moi j'ai été au salon du livre ben cette année en avril. Et en fait, j'avais été très étonnée
de voir des nouvelles maisons d'édition, par exemple grâce à la romance qui avait pu être construite grâce à, tu sais, la romance, la romantaisie et tout. Et donc, tu avais des nouvelles maisons d'édition. Même Wattpad avait une Mhm. maison d'édition. Et tu avais tous les jeunes, toute la concentration sur ces nouvelles maisons d'édition et les anciennes, Gallimard, tu vois, toutes les folios, tout ça. Il y Mhm. avait, tu voyais la tranche d'âge des gens qui venaient sur leur stand. Et après, quand je me suis renseignée, je me suis rendu compte qu'ils rachetaient ces petites maisons d'édition du coup, parce que Ouais. sinon ils allaient eux-mêmes s'écrouler en vrai, parce que tu vois. Mais c'est ça, et il y a un côté où bah ils attendent tranquillement que ça marche, puis après ils repêchent, et on n'est plus du tout dans la prise de risque et dans la bon voilà, encore une fois, c'est des business, hein, c'est des business, mais ce qui m'énerve un peu, c'est l'hypocrisie qu'il y a derrière. Il y a une époque, alors je sais plus si on le dit maintenant, mais on nous disait que, bah, comme je disais, j'avais du mal à m'assumer en tant qu'auteur, mais c'est parce qu'on disait, bah, pour être auteur, il faut être publié et vendre tant de livres derrière. Et du coup, bah non, en fait, on est auteur. On m'entend ou pas? Là, j'ai l'impression que ça bug encore. Non, non, bien sûr, on t'écoute. D'accord, d'accord. Non, je voulais juste être sûr parce que j'ai encore l'image qui bug là. Je sais pas, il y a vraiment des problèmes. Peut-être parce que je viens d'Arizona. Non, mais qu'est-ce que je disais Oui, il y a ce côté où on nous disait bah, qu'en tant qu'auteur, il faut être publié, vendre tant d'exemplaires pour être auteur. Non, non, on est auteur à partir du moment où on écrit. C'est ça qui compte. Le reste, c'est surtout du marketing, c'est surtout du business, c'est surtout une manière de diaboliser ou décrédibiliser les indépendants. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et enfin voilà, c'est un milieu qui est très cynique, hypocrite, et même quand on est au sein, quand on signe un contrat, on se retrouve, comment dire, bah souvent dans des structures où on nous traite un peu comme je vais dire comme des chiens. J'aime beaucoup les chiens, Ouais. comme des merdes. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est pire que Voilà. chien, hein. Même les redevances, Ouais, c'est quand même, enfin ouais. bref, c'est Bah ouais. on gagne le plus bas en fait, on est Mm, à mm, environ 10-11%. Quand on regarde la tranche de ce que gagnent les éditeurs et les libraires ouais. en comparaison, Mm, c'est vraiment, on a l'impression que nous on crée un produit, c'est mm, du dentifrice, on est tout en bas de l'échelle, et puis après ceux qui attirent la gloire, qui sont importants, c'est les maisons d'édition, c'est les clairement. libraires, c'est voilà, c'est là. Et encore une fois, il y a des maisons d'édition et des libraires très bien, hein. Je mets pas tout le Mm, monde dans le sac, hein. mm. Je vais être clair là-dessus. Non, oui, il y en a qui essayent de faire une différence. Mais même avec ces nouvelles maisons d'édition qui éditent des gens, bah, les premiers romans de personnes, des fois, qui écrivaient sur Wattpad, elles deviennent aussi des maisons d'édition après capitalistes parce qu'ils font du rendement. En tout cas, moi, c'est ce que Ouais, ouais. j'ai remarqué. Mais, C'est mais du coup, quand on parle de rendement, vas-y, hein, je t'en prie, si tu voulais ajouter quelque chose. Non, 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 je disais juste que j'étais d'accord, j'étais Mm, d'accord. mm, C'est tout l'aspect business derrière, hein, bien sûr, hein. Mais après, enfin, ce que je voulais juste dire, c'est que ça me dérange pas que ce soit un business, parce que c'est un business, il faut le mm, dire. mm, Ce qui me dérange, c'est ce cynisme et cette hypocrisie qu'il y a derrière, et la manière dont on parle aux auteurs. Enfin, on nous parle mal. Moi, je pourrais citer des messages que j'ai reçus, parce que vraiment, on a l'impression, je sais plus qui avait dit ça, qui disait que chaque maison d'édition, c'est un peu comme sa propre comme sa propre monarchie avec ses propres mm, rois, et mm, il faut se mettre à quatre pattes devant eux. Enfin, même quand on est édité, quand on est dedans, il y a ce côté aussi, on respecte pas le roi. On a la chance d'être ici quand même, hein, parce que on est très sélectionné, donc il faut faire patte blanche, il faut vraiment se mettre à quatre pattes, et c'est vraiment, mm. c'est dégueulasse. Le rapport de force est de pire en pire en fait. C'est surtout ça que je m'entends. Non, non, clairement. Et, d'ailleurs, non, mais moi, je te rejoins totalement. Je voulais parler d'un truc par rapport au rendement. J'ai oublié. Par rapport. Ah oui, je voulais dire. Du coup, toi, t'es en Arizona. Tu parles Oui. couramment anglais. Donc en plus, t'as travaillé dans certaines boîtes, voilà, de ciné et tout. Et pourquoi t'as pas décidé à un moment donné d'écrire en anglais? Parce que c'est beaucoup On me plus, posait ouais, déjà. ça Alors, t'ouvrirait d'autres portes. c'est très compliqué d'écrire, de créer dans une langue qui est pas la nôtre, même quand on est dans le milieu de la traduction. On m'entend ou pas? Toujours, pardon, je vérifie, hein, parce que tout à l'heure ça avait Bien bugué. sûr.
Allô? Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est Oui, bon. oui, on Ok, t'entend. d'accord. Très bien, super. En fait, moi, par exemple, dans la traduction, je suis spécialisé de l'anglais vers le français. J'ai commencé à faire du français vers l'anglais, mais je me base quand même sur du texte qui existe déjà et j'essaie vraiment de faire des courts dialogues, ce genre de choses-là. La maîtrise de l'anglais, même si on parle anglais couramment, elle est complexe parce qu'il y a ce rapport à la culture, à l'argot, aux descriptions. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je traduis des sous-titres, je parle à l'oral en anglais, mais j'ai pas l'habitude de rédiger des longues descriptions littéraires en anglais, alors que je peux le faire en français. Donc, le temps que je mets à écrire, et j'ai essayé un bouquin en anglais, il est multiplié par 10 par rapport au temps que je fais à l'écran en français. Il y a de ça, et puis aussi, je sais pas s'il y a forcément une meilleure opportunité de meilleures opportunités dans le milieu anglophone. Il y a peut-être de meilleures opportunités dans le milieu indé anglophone, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, on touche plus de public forcément parce qu'il y a plus de gens qui parlent anglais que de gens qui parlent français dans le monde. Mais c'est quelque chose, comment dire. Déjà que j'ai envie de finir tous mes livres, c'est pas quelque chose auquel je songe dans l'immédiat, peut-être dans le futur. En tant qu'indépendant, on doit écrire, on doit faire le marketing et tout. C'est vraiment du point en plus. C'est pas aussi évident que ça en a l'air en fait. C'est surtout ça que j'entends. Non, clairement. Mais c'est vrai que tu vois, nous francophones, bon, toi, t'es carrément dans le continent, t'es dans le pays et tout, t'es aux États-Unis, enfin, Mm. sur le continent américain. Mais je veux dire, nous, de notre point de vue, on se dit que waouh, écrire en anglais, ça ouvrirait forcément des portes. Parce que même quand tu vois dans les forums, moi, par exemple, j'aime beaucoup la fantasy. Et j'ai beaucoup regardé des lives d'auteurs indés ou chroniqué des auteurs indés qui étaient en fantasy. Et eux-mêmes, ils disaient que voilà, c'est parce qu'ils sont pas bilingues, mais qu'ils pensaient que s'ils avaient écrit en anglais, peut-être qu'ils auraient encore eu, ils auraient pas autant galéré. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. Si c'est c'est dans surtout aussi l'imaginaire. que en France, les romans de genre, comme on les appelle, de genre, pardon, je dis genre au lieu de genre, les romans de genre, comme la fantasy, le fantastique et la science-fiction, c'est assez mal vu. Il y a toujours cette Exactement. idée que, Ouais. il y a toujours cette idée, et d'ailleurs on utilise ces termes que je déteste. On parle de littérature blanche et de littérature noire, qui Ah sont oui? des termes, ouais, c'est des termes, et c'est seulement français si j'ai pas de bêtises, ou en tout cas européen. Et Mhm. grosso merdo, la littérature noire, c'est la littérature, c'est la mauvaise littérature entre guillemets, hein, grosses Mhm. guillemets, hein. C'est la mauvaise littérature, c'est le polar, le fantastique, la fantaisie, c'est la littérature de petits, de gens qui lisent pas, comparé à la Mhm. littérature blanche où c'est Ouais. moi, Dieu et mon sexe, voilà des trucs comme ça, où c'est genre là c'est la littérature, c'est la littérature de haut niveau, c'est la littérature classieuse, voilà. Et ça c'est en levant beaucoup dans les milieux français. Donc déjà il y a ça de un où Mhm. on méprise la fantaisie, mais ça va même plus loin que ça, c'est qu'on méprise la fantaisie, le fantastique et la science-fiction français. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui attendent que ces genres marchent à l'étranger, surtout en Angleterre, dans les Royaumes-Unis. Je crois qu'Angleterre s'est vieilli, pardon, euh, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et puis qu'ils rachètent ce qui marche, et comme ça ils n'ont pas à se faire chier à prendre de risques. Et ça aussi, c'est vraiment un problème que j'ai par rapport au milieu de l'édition en France, c'est qu'on veut pas Mhm. vraiment prendre de risques avec des choses qui sortent de la norme. On a envie à la fois que ce soit l'original, mais qu'en même temps ce soit parfaitement dans les cases. Donc Et, c'est très frustrant. c'est très très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils attendent que ça marche à l'étranger, que l'auteur, enfin, ait fait tout le taf pour pouvoir Mhm. avoir une petite, et puis après ils rachètent. Ouais. Mais il y avait une autrice comme ça, il me semble, qui a été rachetée alors qu'elle était sur Amazon. Je sais plus Ouais, son c'est souvent nom. ça c'est fou aussi, c'est que aussi il y a beaucoup de on parle de success story enfin en anglais, pardon, je vais dire en anglais, d'histoire à succès, voilà, je vais le franciser, pardon. Faut j'ai des mots anglais qui se glissent. D'histoire à succès d'auteurs indépendants qui explosent ensuite. Par exemple, il y avait The Martian, comment ça s'appelle en français, je sais plus. C'est avec c'est un film Seul sur Mars, seul sur je Ah, sais ça me plus. dit quelque Mais chose, ça me dit quelque chose, ouais, oui. c'était avec cet acteur. Oh la vache, je perds. C'est Matt Damon, je crois. C'est Matt. Ah Bref. oui, 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 Euh, oui. ouais. Mhm. Et ça c'est de l'auto-édition au départ. Ah bon? Je crois que l'auteur il publiait le livre sur son site
Et en fait, ça a marché. Il a pu avoir une base de fans, mais du coup, bah après, il a pas pu aller tout seul au cinéma. Après, il y a une maison d'édition qui ont dit, mais bien sûr, votre livre, il est génial, alors que il avait eu des refus de partout. Et puis, Mm. bah, il a été publié, il a explosé, et tant mieux pour lui. Hein, c'est super. Hein, moi, je trouve ça trop bien. Mais il y a quand même quelque chose de frustrant là-dedans, de se dire, bah, Ouais. au départ, on croyait pas en lui, et puis il a fallu qu'il Mhm. marche tout seul pour que les gens profitent de son succès derrière, quoi. Alors, ça lui a donné bien sûr plus de succès qu'il en aurait eu tout seul, mais il y a quand même quelque chose de, enfin, les maisons d'édition se disent porteuses d'art, mais en fait, c'est surtout porteuses de connexions, de Mhm. d'argent, voilà. Mhm. C'est ça la vérité. Enfin, en tout cas Mhm. pour moi. Et est-ce que quand tu écris, tu te mets une espèce de pression parce que tu te dis que cette éventualité-là pourrait arriver? Surtout en plus toi, t'as des sagas. Donc, est-ce que quand tu écris, quand tu es au troisième G ou au cinquième, sixième G, enfin, je sais pas quel est le dernier pour toi, tu te dis, Ouais. on sait jamais, il faut que tout soit nickel, comme si c'était un livre qui sortait d'une maison d'édition. Quand j'écris un bouquin, je fais en sorte que ce soit effectivement le plus professionnel possible. Mais je le fais pas dans une vue d'être édité par une maison d'édition. Il y a une époque quand j'étais plus jeune où c'était ça qui importait le plus. Je me disais comme ça va prouver ma valeur et je vais pouvoir vivre de mon art. Alors j'aimerais bien vivre de mon art, bien sûr, hein, ce serait bien. Mais prouver ma valeur, je m'en fous, ça vraiment. Parce que maintenant, ce que je veux, c'est surtout être fier de mon travail et que mes fans soient fiers de mon boulot. Donc je me mets une pression, ça c'est sûr. Pour faire le meilleur bouquin possible, comme je le disais, j'ai plein de bêta et d'alpha lecteurs qui m'aident derrière. Je travaille avec le même illustrateur depuis Mute, à part pour un livre que j'ai illustré moi-même, mais c'était un plus petit livre. Et du coup, et bah pour moi, les bouquins que je fais sont des bouquins professionnels. Même si je suis indépendant, je fais rien à l'arrache. En fait, c'est ça que j'entends. C'est qu'à la fin, je veux que le bouquin il soit le plus parfait possible et qu'il ait un impact émotionnel chez les gens. Et je sais que les gens qui me lisent, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment ressentir des choses. Je dis que j'écris de l'emotional fantasy, donc c'est de la fantasy qui avec beaucoup de violence et des émotions très fortes. Et il faut que ce soit réussi en fait. Il faut vraiment que ça fonctionne. Et donc du coup, à la fin, moi ce que je veux, c'est que sur mon lit de mort, je me dis j'ai créé ce que je voulais créer. Et c'était le plus parfait possible. Que ça marche ensuite ou non, je serais mort, donc je m'en fous un peu, tu vois. C'est surtout ça. Après, si ça marche de mon vivant, enfin déjà j'ai Ça des serait fans, bien. donc c'est cool, Bah oui, c'est bien. si, ce serait bien, ce serait un plus. Mais c'est plus mon optique, on va dire. Mon optique, c'est Mm. que là, j'ai des bouquins et je suis fier de ce que j'ai fait et je peux le partager à des gens. Voilà, c'est Mm, surtout ça qui mm, mm. m'importe. Non, et puis moi, personnellement, déjà, je te souhaite que ça marche et encore de ton vivant, parce que je trouve il y a trop d'auteurs qui ont créé des œuvres et qui ont marché a posteriori. Donc, Oui, ouais, c'est c'est pas vrai. trop, ouais, je te souhaite pas ça. J'aime pas trop. Bon, après, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Euh, j'ai un trou de mémoire. Euh, on parlait de... Excusez-moi, j'ai un truc. De perfectionner les livres le plus possible par rapport aux Mhm. maisons d'édition. Oui, donc ouais. Bon, là j'ai un trou de mémoire, mais ça va revenir. Mais en tout cas, oui, voilà, je voulais dire pour avoir lu Def, que j'ai beaucoup aimé, parce que justement Merci. j'avais l'impression de suivre un film et de pas vraiment lire un livre, parce que c'était très fluide. D'ailleurs, je te l'ai dit dans la chronique que j'ai faite que Ouais. j'ai été surprise par la fluidité en fait de l'écriture des scènes et donc c'est pour moi c'était je pense que tu as réussi quand même et j'ai pas lu tous tes livres mais en tout cas Def et en plus c'est lié à d'autres livres et j'ai vu aussi d'autres commentaires parce que je t'avais dit que si tu avais j'ai un livre à te rendre dans pas longtemps aussi, une Ouais. chronique à te rendre. Oui, désolée, je suis un peu lente mais voilà. Non, y a pas de souci, y a pas de souci. Prends Mais ton temps surtout. Mais du coup, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que voilà, il y a une fluidité, on n'a pas le temps de s'ennuyer, tu as bien et c'est ça qui est intéressant, que je trouvais intéressant avec toi, c'était que on a l'impression d'être dans un film ou d'une animation et en même temps on se rend compte avec la certaine distance du de par exemple du papier
ou du e-book qu'on est en train de lire que en fait on lit, tu vois. Et ça, Ouais. j'ai trouvé que t'as su allier les deux. Et voilà, non, mais tu mérites d'être Bah encore suivi, c'est très bien. déjà c'est très gentil, Mhm. merci beaucoup. Moi ce que ma technique par rapport à ça, donc déjà comme je le disais, c'est que bon il y a ma formation de scénariste forcément et mon le fait que j'aime beaucoup les jeux vidéo et le cinéma par exemple, mais comment dire, plusieurs choses déjà. J'imagine beaucoup les scènes en écoutant de la musique, comme si la musique elle portait la Mhm. scène, et donc du coup ça donne un rythme musical à la scène. Donc du coup quand j'écris et c'est un peu abstrait de dire ça, mais disons que chaque phrase a un espèce de rythme musical. Donc du coup, même quand on le lit, et c'est Ah pour ça que j'encourage oui. de lire à voix haute, de faire ta 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 ta. Si d'un seul Mhm. coup ça fait ta 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 ta, là d'un seul coup, on sent que la musicalité elle est pas là. Alors encore une fois, c'est très abstrait, mais en fait, plus on avance, plus on le sent. Il y a ce côté où vraiment, et c'est là où je suis vraiment dur avec ce que j'écris, c'est que dès l'instant où la phrase paraît sonner fausse ou est trop Mhm. lente, Mhm. je la vire. Et ça vraiment c'est un Mhm. truc que j'encourage à faire, c'est n'hésitez pas à virer des trucs. Je sais que des fois on passe des heures à écrire des choses. Là Mhm. par exemple dans mon dernier livre j'avais écrit 3 pages sur un personnage et en fait ça n'allait pas. Donc du coup bah j'ai tout enlevé et ça fait chier sur le coup parce qu'on se dit bah on a bossé dur, mais à Mhm. la fin il faut vraiment se dire bah qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour qu'on ait ce rythme. Ça c'est une des premières choses ou une des deuxième, je sais plus où j'en suis dans dans mon énumération. Mais la dernière, c'est les dialogues. Et ça, c'est un problème que je vois chez beaucoup de livres, je trouve, c'est qu'on n'a pas Mhm. des dialogues qui font vrai. Et j'encourage vraiment les Ouais. dialogues, bah, à les jouer en fait, à voix haute, comme si on Mhm. était des acteurs de nos bouquins en fait, de les mettre en scène, de bouger avec les personnages pour vraiment bah, pour vraiment les vivre et les entendre quoi, parce que sinon ça fait bah, des dialogues je vais dire dialogue de livre de manière péjorative, mais ça fait des dialogues formatés, c'est-à-dire qu'on se dit bah c'est bien écrit, mais personne parle comme ça en fait. Donc faut pas hésiter à avoir, j'aime bien avoir des personnages qui ont une manière de parler un peu spécifique, qui utilisent de l'argot, qui ratent des mots, qui bégayent, ce genre de choses-là. Tout de suite ça donne plus de vie au récit en fait. Et une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est il faut vraiment s'impliquer dans chaque instant en fait. Je sais que, et ça c'est un truc que je faisais beaucoup quand je débutais, et je vois beaucoup de gens qui font ça. Euh, on m'entend encore ou pas, ou ça a bugué de Oui, nouveau? non, non, bien sûr, D'accord, on t'entend. super. C'est de me dire ah bah là ça c'est la scène chiante pour arriver à la scène bien. En fait, si la scène elle est chiante à écrire, elle sera chiante à lire. Donc du coup, si on doit passer pour une scène chiante pour arriver à une scène bien, eh ben, ça veut dire que la scène chiante elle doit pas exister ou que la scène chiante elle doit être bien. Essayez vraiment de vous prédisposer à écrire des choses qui soient bah, toujours passionnants en fait pour vous. De dire ah la vache j'ai trop hâte d'écrire ça et j'ai trop hâte après d'écrire ça et j'ai trop hâte d'écrire ça. Si à un moment vous vous dites ah ça c'est la scène que j'aime pas, et bah personne va aimer cette scène. Et c'est pareil avec les personnages, c'est-à-dire quand vous faites apparaître un personnage, même si c'est un personnage en arrière-plan qui est pas important, donnez-lui un petit peu de dimension, donnez-lui un petit tic, une petite façon de parler, une petite manière de bouger. Tout de suite, ça donne quelque chose de plus vivant, même si c'est un personnage qui revient pas. Mais lui donner un visage ou un petit mot ou tout ça, ça rend le truc plus visuel en fait. Voilà, c'est vraiment ça ma démarche. Non, mais c'est vraiment génial d'avoir ces conseils de ta part. La musicalité, je me rends compte que c'est quelque chose qui apporte un plus de plus en plus, hein, je le vois et de comprendre aussi comment tu as pu aussi bien construire tes phrases, c'est hyper intéressant en tout cas pour ma part. On avait un petit débat à chaque fois que ça buguait tout à l'heure avec Skitter sur les Mhm. préquels. Parce que Ouais. Skipper, lui, trouve qu'un préquel, c'est pas si difficile, qu'au contraire, on peut prendre des libertés, tandis que moi, je trouve que les préquels, ben, c'est un exercice assez difficile parce que justement, on a déjà planté des pics, on a fait des barrières, et au final, on revient quelques années après pour écrire quelque chose. On a changé pendant ces années-là et il faut quand même rester dans le territoire qu'on a délimité. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense que les deux arguments tiennent. Je pense que ce qui est le plus dur à faire dans une préquelle, c'est le fait de rendre ça organique. Et je vais donner un exemple, ça va fâcher des gens. Euh, je vais parler de la prélogie Star Wars, que j'aime pas trop. Bon, après, je suis pas un grand fan de Star Wars, pour être franc. Désolé. Mais le problème que j'ai avec la prélogie Star Wars, c'est que il y a ce côté clin d'œil dès qu'on fait référence à quelque chose qui va arriver dans le futur. Genre ah tiens, c'est tel personnage, c'est C3PO, il arrivera plus tard. Clin d'œil, vous voyez, il était là à ce moment-là. Et ça rend la préquelle, comment dire, très superficielle, parce qu'il y a ce côté où on n'a pas l'impression de voir le passé de ces personnages, mais on a l'impression d'avoir juste une œuvre qui pointe du doigt chaque élément qui vont arriver plus tard. Et je pense que c'est surtout là où il faut faire très attention quand on écrit une préquelle, c'est qu'il faut avant tout se dire j'écris une histoire et après penser aux références que ça aura avec le futur. Je sais pas si ça a du sens. Donc du coup, ça lie les deux trucs. Où en fait, oui, c'est difficile parce qu'il faut bien avoir ce qui a été bâti ensuite, mais il faut surtout, pour moi, la difficulté, c'est que la préquelle, elle vive d'elle-même, qu'elle ait un sens en elle-même, qu'elle soit une histoire en elle-même et qu'elle soit pas juste là pour soutenir ce qui existe déjà en fait. Parce que si on se focalise trop sur ça, et ben ça fait une œuvre qui a pas d'identité en fait pour moi surtout. Donc enfin voilà, en tout cas, ça veut dire que vos deux points pour moi ont du sens, mais que c'est pas une question forcément de, je pense, de facilité ou de difficulté. C'est plus une question de bien réfléchir à ce que ça signifie pour que la préquelle elle ait du poids. Et par exemple, une préquelle que j'aime beaucoup, moi, c'est Better Call Saul par rapport à Breaking Bad, où là, je trouve que ça se tient en tant qu'œuvre en elle-même, sans être sans cesse dans le clin d'œil de ce qui va se passer plus tard. Quand il y a des choses qui font référence à ce qui se passe plus tard, ça arrive de manière organique par rapport à l'histoire qui est racontée. Voilà. Ouais, bah c'est ouais, non mais c'est très intéressant. Et bah du coup, tu disais que tu avais des alpha lecteurs, des bêta lecteurs. Est-ce qu'ils t'ont accompagné depuis le début de ton aventure d'écrivain, ou bien au fur et à mesure tu as noué peut-être des relations avec d'autres écrivains, avec des gens qui aimaient beaucoup les univers? Comment t'as organisé ça autour de toi? C'était pas dès le début, hein. Dès le début, comme je le disais, je manquais de confiance en moi par rapport à mon travail. Donc du coup, j'étais un peu seul et c'était ça qui était le plus dur. Je pense que être seul quand on écrit au début, c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Donc c'est pour ça que je trouve ça génial que là vous ayez une communauté, une communauté, pardon, où vous échangez, où vous vous entraidez. C'est vraiment super important ça, parce que du coup, ça donne un boost quand on est tout seul devant son ordi et qu'on se dit, ça se trouve, il y a personne derrière qui va s'intéresser à ce que je fais. Là, ça fout un coup au cœur quand même. Mais c'est surtout quand j'ai commencé à avoir une communauté qui a rien à voir, où on parlait de jeux vidéo, et j'ai commencé à parler de mes livres. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des fans qui sont arrivés, et certains qui sont devenus des amis très proches, dont un qui est devenu un co-auteur avec qui j'ai écrit le dernier, la Loveless, qu'on a écrit à deux du coup. Donc lui était un bêta lecteur avant, et en fait c'est comme ça que ça s'est construit, c'est qu'au fur et à mesure que j'avais des fans qui sont devenus des amis, qui sont devenus très impliqués dans mon travail et dans mon univers, où maintenant ça a créé une dynamique où on s'entraide quoi. Et les bouquins c'est eux aussi en fait, hein, vraiment. Hein, enfin là littéralement le dernier on l'a coécrit, donc c'est vraiment lui aussi. Hein, mais même tous les bêta lecteurs, voilà, ça s'est construit petit à petit. Mais je suis pas arrivé le premier jour avec ma bande de bêta lecteurs. Non, au début j'étais tout seul et j'étais intimidé à l'idée de partager mon travail à d'autres gens. Donc voilà, ça s'est fait, ça a mis du temps hein, parce que Mute je l'avais commencé en 2009 et puis vraiment quand j'ai commencé à le sortir sérieusement c'était en 2016 donc ouais c'était 7 ans mais ça s'est fait, voilà, ça s'est fait, faut s'accrocher, faut s'accrocher petit à petit, voilà. Non, mais bravo. Et pour niveau marketing, comment tu t'y es pris? Ouf, ça c'est une question piège ça. Comment dire, ça s'est aussi Est-ce que construit au tu fur et as à mesure je appris, pense. ouais,
Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu as appris au fur et à mesure Oui, ça s'est fait au fur et à mesure. Bah, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis beaucoup sur le fait d'apprendre sur le tas. J'aime beaucoup ça. C'est souvent déconseillé, mais je trouve qu'encore une fois que c'est un mauvais conseil. Chacun fait à sa sauce. J'ai appris par des erreurs. J'ai appris en étant en maison d'édition, en voyant comment mon bouquin était mis en avant par ces maisons d'édition, voir ce qui marche, ce qui marche pas. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est con. En anglais, on dit ne juge pas son livre à sa couverture, mais en fait, tout le monde juge un livre à sa couverture. Donc c'est pour ça que je travaille avec un Clairement. illustrateur. Ouais, non, mais c'est sûr, je travaille avec un illustrateur qui est très talentueux pour qu'il fasse vraiment des couvertures Ouais. qui pètent, parce que c'est super important. Ça, tout de suite, ça donne une image du livre qui marque quoi. Et ça, c'est une des premières choses que je dirais qu'il faut faire. La seconde, c'est il faut se construire une communauté sur les réseaux sociaux. C'est pas simple, mais ça se fait petit à petit, voilà. Et puis surtout, ce qui m'aide beaucoup, c'est comment on s'est rencontrés, c'est de passer par Simplement Pro par exemple et de commencer à rencontrer Mm. des chroniqueuses, des chroniqueurs, d'échanger, d'être ouvert aussi à l'écoute et à la critique et ce genre de choses-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens. C'est difficile quand on envoie son livre et qu'on a des mauvais retours ou autres, mais il faut accepter ça. Je pense que c'est bien parce qu'il faut pas, il faut laisser son ego de côté, quoi, parce que forcément notre ego il va s'en prendre plein la tronche. C'est normal, c'est le métier qui veut ça. Après, voilà, il faut, on apprend de ce qu'on a derrière et puis, on apprend de ses erreurs et puis on continue pas à pas. Après, voilà, pour être franc, comme je le disais, je vis pas encore de mon art. Hein, j'ai toujours mon boulot de trad à côté et j'aimerais bien sur le long terme que ça marche complètement, mais bon, voilà. Ça grossit, ça fait ça va, ça vient. C'est ça. C'est le milieu qui Mm. veut ça. Mais, mais par rapport aux chroniqueurs, je tiens à le dire puisque moi j'ai commencé en tant que chroniqueuse, on est chargé de. Enfin, je sais pas pour les autres chroniqueurs ce qu'ils te disent, mais je pense que parce que moi de base, juste pour te dire ça, à la base, moi j'aime bien écrire aussi. Et puis je me suis Mhm. rendu compte que en lisant des indés comme ça, en passant que, mais en fait, il faut aussi des gens pour aider d'autres personnes qui écrivent. Il faut aussi, faut mettre sa main à la pâte entre guillemets, tu vois. Et du coup, bah après, j'ai fait des chroniques, j'ai arrêté d'écrire parce qu'il y avait tellement de livres qui méritaient d'être lus. Vraiment, les gens se battent pour faire un gros boulot, et t'en fais partie. Et du coup, je sais pas comment vous le vivez en tant qu'auteur, que des fois on vous réponde pas ou des fois on on dit ouais, on est trop chargé, désolé, parce que il n'y a pas assez de chroniqueurs par rapport aux livres, aux écrivains, à la Bah, tonne de livres indés, c'est vraiment compliqué. Même sur bah, je, NetGalley, hein, même les livres édités cherchent maintenant des chroniqueurs, tu vois. Je teste comment tu vois le. c'est une question super intéressante. Alors je vais parler pour moi, hein, je vais pas parler pour les autres. Déjà, enfin je te remercie beaucoup de faire ça et de soutenir les auteurs indépendants. En vrai, j'ai énormément de respect pour ton corps de métier. Je pense que sans vous, en tant qu'indépendant, on se casserait la gueule, quoi, parce que c'est vraiment vous qui nous faites vivre, entre autres, hein, mais vous êtes super important et que vous preniez du temps pour lire ce qu'on fait, c'est toujours un immense cadeau pour nous, quoi, et ça nous aide de fou. Moi, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai démarré, c'était quand l'auto-édition commençait à se lancer un peu plus, à être un peu plus respectée, et c'est quand du coup, les chroniqueuses et chroniqueurs commençaient à prendre un peu d'importance. Donc j'ai un peu sauté dans le train en marche et j'ai commencé à me lier d'amitié avec des chroniqueurs et des chroniqueuses qui sont alors c'est pas les plus connus du métier, mais c'est quand même des gens qui maintenant effectivement sont surbookés et qui ne prendre plus personne. Et moi, il me laisse une petite place parce qu'on se connaît bien maintenant. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'effectivement c'est plus complexe. Ensuite, moi, je me rendais pas compte qu'il y avait pas assez de chroniqueuses et de chroniqueurs par rapport aux bouquins proposés. Donc merci de me le dire. Mais ça a du sens en vrai. Je pense ça a du sens parce que c'est vrai que du coup, je pense que quand j'y étais au début et que ça se lançait l'auto-édition et tout ça, c'était encore pas très pris au sérieux ce que vous faites, ce que vous faisiez passer, oui c'est ça, parce que c'était le moment où Internet était assez dénigré
par le circuit additionnel. Maintenant, bah, on peut plus nier l'impact qu'a Internet, l'impact qu'ont les influenceurs, les chroniqueurs, ce genre de choses-là. Donc, je pense que du coup, bah, sûrement, la raison, ça doit être que maintenant les grosses maisons s'allient avec des grands noms. Enfin, je sais pas. Là, après, je théorise. Hein, je suis pas sûr. Hein. Je me demande aussi si euh, bah il y a des gens peut-être qui lisent un peu moins, j'en sais rien. Après je veux pas m'avancer là-dessus. Je pense aussi que du coup, comme je le disais, comme je me suis lancé au moment où ça commence un peu à marcher, là ça doit être un peu plus parasité, même si je trouve que l'auto-édition a jamais autant explosé qu'elle le pourrait. Parce que Oui. très vite, c'est là où les grosses maisons d'édition ont sauté aussi dans le train en marche pour s'approprier le truc. Aux États-Unis, je trouve que l'auto-édition a déjà un peu plus de place. Oui. Moi, ce qui me frustre en France surtout, c'est le numérique encore. L'e-book a plus de place qu'il en avait il y a 10 ans, mais ça reste quand même encore un truc un peu ovni pour beaucoup de gens qui lisent en France. Ça reste un truc qui est difficile d'accès. Voilà, là j'ai un bêta lecteur qui d'ailleurs me vient de se prendre un Kindle, alors que je lui envoyais des e-pubs tout le temps et il disait ah bah c'est plus facile de lire sur un Kindle que sur le PC. J'ai dit bah oui, voilà. Mais bon, ouais, mais c'est Oui. intéressant en tout cas, c'est intéressant. Mais en tout cas, oui, enfin, moi j'ai que du respect par rapport à votre métier. S'il y a des gens qui me disent, bah j'ai pas le temps, enfin il y a aucune obligation de toute manière. Hein, vous êtes, moi je enfin vous êtes des journalistes indépendants en fait, c'est ça que vous faites. Et Oui. en tant que journaliste, on peut pas exiger de vous que vous lisiez notre travail à un certain temps ou que vous rendiez ça ou autre chose. C'est juste bah, vous nous donnez l'occasion de partager ce qu'on fait, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Oui. Mais moi, je me pose vraiment la question parce que, enfin, ce que tu dis, je le prends en compte et je me pose vraiment la question parce que aujourd'hui, je me demande si les auteurs indés, je sais que, enfin, moi, c'est pas mon métier à part entière. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais je me demande si aujourd'hui, est-ce que les auteurs ne doivent pas faire tous la même chose. Pourquoi je dis ça? C'est ma vision, hein, après tu me diras. J'ai l'impression que sans ça, il n'y aura pas l'auto-édition ne prendra pas la place qu'elle doit prendre. Parce que en gros, c'est la visibilité qui manque et le manque peut-être d'organisation ou de solidarité entre les auteurs indés. Parce que moi, je pense que les auteurs indés, et c'est pour ça que j'avais commencé au début, et je parlais avec d'autres, avec des autrices qui se disaient, est-ce qu'on doit faire un podcast, est-ce qu'on doit faire, elles se demandaient, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Parce que c'est juste la Mhm. visibilité qui manque, parce que le travail est très rigoureux, les prestataires qui interviennent sur des livres comme les illustrateurs, les correcteurs sont très rigoureux aussi. On fait un voilà donc qu'est-ce qui manque, comment on peut faire et à chaque fois c'est je me demande est-ce que tu penses pas qu'il y a un manque de solidarité et que ça devrait être un milieu où il y a un peu plus de solidarité parce que les maisons d'édition elles sont solidaires entre elles même si elles se tirent dans les pattes pour avoir le meilleur livre, mais il y a une espèce de solidarité qui fait que, tu vois, qui fait que, par exemple, quand tu commandes un livre sur Amazon aujourd'hui, tu te prends 3 € de taxes. Ouais. Ouais, non, Tu vois ce que je c'est veux dire? sûr. On m'entend? On m'entend de nouveau? Oui, oui, Je on vérifie à t'entend. chaque fois. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, je dirais pas que c'est un manque de solidarité. Je dirais que c'est plus un manque d'organisation. Parce que bah on est assez paumé en tant qu'indé et on n'a pas vraiment de ligne pour savoir exactement comment faire. Alors on se construit une ligne pour écrire nos propres bouquins, mais on a du mal à réunir ça. Je sais que moi je discute avec des auteurs en ce moment et on essaye de trouver quelque chose pour que ça fonctionne, mais on sait pas vraiment par où commencer. On sait pas comment prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. Moi, c'est difficile en plus parce que je vis dans un autre pays, donc les lois sont pas exactement les mêmes. Moi, j'ai toujours pensé à l'idée de créer une espèce de collectif, mais je sais pas du tout comment ça se fait. Je sais pas qui peut diriger ça. Le problème aussi, c'est qu'en tant qu'auteur indé, on bosse déjà énormément sur notre propre travail, donc on n'a pas forcément le temps de d'organiser quelque chose par-dessus. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est trouver peut-être une personne ou en tout cas des gens qui puissent nous permettre de nous réunir. Alors on va me dire, bah ça s'appelle une maison d'édition. Oui, 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 mais du coup avoir peut-être quelque chose qui soit un équivalent, mais qui puisse permettre
de réunir des gens dans l'indépendance. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont tenté ça. Il y a des gens qui ont créé des bibliothèques de livres indépendants en ligne. Ouais, ça c'est bien. Il y a des librairies qui sont très cool, qui justement commencent à accepter de plus en plus l'auto-édition, des festivals qui font ça. Mais ça reste des coups d'essai, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Donc oui, il faudrait qu'on ait plus. Encore une fois, je dirais pas que c'est un manque de solidarité. Je pense que c'est vraiment un manque on sait pas trop comment le faire en fait. On sait pas trop comment le Mhm. mettre en place. Donc c'est surtout de trouver comment on met ça en place, avec qui, où, de quelle façon, parce qu'effectivement, ce serait quelque chose qui serait. Moi, je pense que ce serait super qu'on ait toute une structure où ça fonctionne. Ce qui est très frustrant, encore une fois, c'est que il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, c'était au début, donc il y a une période où carrément on nous prenait comme des moins que rien. Et Mhm. ensuite, et quand je dis nous, je parle de tout le monde. Je parle de autant les auteurs indés que les chroniqueurs et les chroniqueuses, que même les Mhm. influenceurs. C'était encore mal vu à l'époque. Ça a monté, mais voilà. Et puis ça a monté. Et puis d'un coup, ça a été repêché justement par ces structures justement auxquelles on essayait d'échapper. Et c'est pour ça qu'on est devenu indé, parce qu'on voulait vivre un peu de nos propres, enfin voler de nos propres ailes. Je sais plus si je confonds mes expressions anglaises et françaises, mais bon bref, oui c'est ça, voler de nos propres ailes. Bref, et du coup on a été repêché par ça, et donc du coup tout ce système qu'on avait commencé à lentement et timidement mettre en place, il a été complètement repris par ces structures-là. Donc on est de nouveau écrasé. Donc il y a un côté, alors je dis pas que la bataille est perdue. Moi je suis optimiste, je reste optimiste. J'aime pas être défaitiste. Je trouve que Mhm. le défaitisme ça sert à rien. Donc peut-être qu'on va trouver un moyen de s'en sortir quelque part, mais c'est vrai que c'est flou pour le moment. Surtout qu'il y a la montée des intelligences artificielles en plus. Qui je pense, alors ça c'est une autre question l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est un outil qui peut être formidable, mais il faudrait que ce soit mieux légiféré parce que ça crée beaucoup de débordements. Et donc, voilà, je pense il faudrait en tout cas que ce soit réfléchi, mais je sais pas qui, comment, avec quoi. Moi, je sais que voilà, je parle beaucoup, j'ai beaucoup d'idées, mais il en reste que, à la fin, je suis juste un auteur indé, et à la fin de la Mhm. journée, je suis concentré sur mes bouquins, ce qui me prend beaucoup de temps. J'ai mon boulot à côté qui prend beaucoup de temps. Ouais. Je suis parent aussi, je dois m'occuper de ma fille, donc c'est quelque chose que moi je pourrais pas gérer moi-même. Donc c'est surtout Mhm. qu'est-ce qui va nous réunir, quoi. Mais c'est une bonne question après. C'est même primordial, je trouve. Mais malheureusement, j'ai pas la solution encore. Voilà, c'est surtout ça. Oui, Euh, après, heureusement qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et que peut-être un jour, il y aura un concept assez solide qui va émerger et ça va donner, parce que même simplement pro est mhm. overbooké entre les chroniqueurs qui sont sérieux et ceux qui ne le sont pas, entre les auteurs qui cherchent désespérément à avoir au moins deux, trois chroniques et Ouais, puis, tu vois, entre les autres qui ont eu réussi à avoir une cinquantaine de chroniques parce qu'ils ont une bonne, ils ont des bonnes relations avec des chroniqueurs, tout ça. Enfin, simplement pro, moi j'ai l'impression que l'interface est aussi un peu en fin de vie. C'est pour ça que moi aussi ouais, il y a des j'ai, problèmes. Hein. ouais, c'est un peu en. J'ai regardé aussi NetGalley. Je sais pas si tu t'es mis sur NetGalley, mais malheureusement NetGalley, il me semble qu'il faut payer les auteurs. Ouais, je connais, j'ai Ouais, pas du tout aimé. Ned ouais. Gallet, je trouve que c'est un faux ami en fait. Simplement pro, il y a quand même encore cette optique où en tant qu'indé on peut s'en sortir. Ned Gallet, il y a ce côté où en fait on se bat avec des grosses maisons d'édition qui sont encore une fois c'est le système qui nous bouffe là aux endroits où on voulait un peu vivre de nos propres ailes. Après c'est drôle parce que je me rendais pas compte pour simplement pro, et c'est sûrement parce que j'ai commencé assez tôt à aller dessus, donc j'ai de Mhm. la chance en fait, hein, de pouvoir en profiter. Mais c'est vrai que je peux imaginer que c'est vrai que ça doit être de plus en plus compliqué maintenant. Donc Ah oui, oui, ouais, et je trouve que, enfin, ceux qui ont créé le site, je trouve enfin, c'est un vrai concept qu'ils ont créé, mais par exemple, ils sont pas assez actifs. ouais, non mais je suis d'accord. Le site a pas changé depuis toutes ces années en fait. Oui, oui, Il est oui. pareil, et il y a des problèmes dessus. Il y a des trucs qui sont assez mal faits. Et bon après voilà, encore une fois on va pas leur taper dessus parce que c'est quand même formidable ce qu'ils ont réussi à créer, parce Ouais. que Mais je pense ça. que aujourd'hui, s'ils étaient plus actifs même sur les réseaux, s'ils mettaient plus en avant leur site,
s'ils le professionnalisaient encore plus, quitte à mettre des fois des petits tarifs pour avoir plus que, tu vois, même me Ouais. proposer que ça soit que des podcasts. Je trouve que ça changerait la vie parce que Ouais, des ouais, non, mais fois, c'est t'as pas sûr, le ouais. temps d'écrire ta chronique, mais t'as le temps d'interviewer l'auteur parce que t'as le temps de faire un petit, tu vois, un petit live avec l'auteur ou quoi. Et Ce serait une bonne idée en fait d'avoir qu'ils s'impliquent et que même ils essayent de mettre en avant certaines personnes des fois de dire ouais. bah ça c'est l'auteur du mois ou ça c'est la chroniqueuse du Mm, mois ou quelque chose comme ça. mm. C'est vrai que ça pourrait avoir une communauté un peu plus active et faire grossir ça se peut être des suggestions qu'on pourrait leur envoyer. Après c'est vrai que j'avais changé vaguement avec eux parce que j'avais un problème et je les trouvais assez très je vais pas dire froid parce que c'est méchant Ouais, mais ils sont assez distants, oui. ouais, distant, ouais, voilà, c'est ça. C'est genre, c'est un peu le minimum, quoi. Bon, après, voilà, hein, encore une fois, c'est moi, sans simplement pro, ma carrière, elle aurait pas réussi autant que maintenant. Donc, Mm. je veux pas non plus les casser. Hein. C'est, merci à eux pour ce qu'ils ont fait, mais Ah oui, 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 clairement. c'est. J'aurais pas découvert tous ces auteurs et tout cet univers. Mais moi, je me dis, il y a Mhm. tellement de potentiel il y a tellement de potentiel dans le monde de l'auto-édition des Indes. Déjà, moi, je pense qu'on devrait arrêter avec le terme auto-édition. On devrait mettre Ouais, auteur indépendant. Parce que, ouais, c'est ce que j'essaye de dire le plus possible, ouais, hein. Parce que auteur c'est vrai indé, que ouais, ça passe mieux. il y a, il y a quelque chose de péjoratif dans l'auto-édition. Il y a ce Ouais. côté, tu t'es édité toi-même, donc t'es pas vraiment un éditeur. Et il y avait cette phrase qui courait sur les réseaux sociaux à l'époque. C'est genre, on ne s'improvise pas éditeur. Donc d'un seul coup, il y avait ce côté où forcément, quand on était indépendant, et ben, on était moins professionnel dans notre travail. Alors que, bah, on bosse énormément. Enfin, moi, par exemple, j'ai dû me former tout seul pour faire des e-pubs. Et je trouve que Mm. les e-pubs et les e-books de qualité professionnelle, enfin professionnelle, voilà, encore une fois, là, je joue dans leur jeu de qualité de maison d'édition, voilà, on va dire ça. Ils sont pas forcément mieux. Des fois, il y en a qui vraiment où c'est ni fait ni à faire même. Il y a pas vraiment de réflexion derrière, donc Clairement, clairement. c'est la grosse machine, voilà. Mais bon, voilà, tout Ah ça oui. c'est des problèmes et je sais pas comment vraiment. On va dire que je suis peut-être la bonne personne pour les pointer. Je suis pas la meilleure personne pour les résoudre. Si ça a des sens. Mais après, tu mets en avant des problèmes qui sont très intéressants et enfin des choses dont moi-même je me rendais pas compte, surtout de ton côté en tant que chroniqueuse. Moi, je trouve ça assez passionnant de voir comment vous recevez la chose aussi, parce que bah vous êtes, enfin vous bossez dur également et encore une fois, enfin merci pour ce que vous faites hein, en tant qu'indé. Vraiment, c'est vous êtes parmi les personnes les plus importantes dans le circuit pour nous de l'indépendance. Donc Mais on aimerait faire vraiment, plus, vraiment, hein. sans vous, on s'en sort pas. Donc Mais, mais, merci. Hein. mais, mais tu sais, je vais te dire, en tant que chroniqueuse, on aimerait tellement faire plus. Mais comme tu l'as Ouais. dit, bon, souvent on vit pas de ça parce que voilà, tu peux pas vivre de ça. On n'est pas des journalistes à part entière. On s'est formé, on aime lire, on aime la créativité. Bon, pour moi en tout cas, moi j'écrivais aussi, donc des fois j'ai les deux casquettes. Mais Mhm. je veux dire, j'aimerais tellement faire plus. Et Ouais. c'est très très frustrant quand Bah, tu te vous faites dis qu'en beaucoup fait, déjà, mais c'est ouais. c'est frustrant dans le sens où tu te dis, des fois tu lis des trucs, tu vois, parce que j'ai parlé à un moment, j'avais commencé à faire des petites vidéos YouTube, des petits podcasts YouTube avec des auteurs, et j'avais écouté des auteurs ça fait comme toi, ça fait des années ils travaillent avec des Mm. gens, ils travaillent avec le même illustrateur, ils ont tout un univers ensemble, ils ont ils ont un puzzle dans la pensée et tu te dis et ils te disent ben je galère à me faire connaître. Ouais. Souvent je dois aller voir s'ils peuvent mettre mon livre des fois dans le côté librairie à Carrefour. Alors que quand tu vois leur truc, tu dis waouh. Mais ça Ouais. c'est du niveau de ce que tu vois en librairie. Des fois c'est même au-dessus. Ouais, c'est très frustrant. Mais c'est pour ça que moi je me dis, enfin ma mentalité, je pense que s'il y a une solution, elle se trouvera pas en essayant d'être mis en avant dans les milieux parasités. Parce que ces milieux sont Mmh. parasités, ils veulent pas de nous. Mmh. Donc du coup, il y a ce côté où il faut que nous-mêmes on construise quelque chose qui est différent, où on s'adresse à d'autres gens. Après, encore une fois, je sais pas comment, mais peut-être un réseau social. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est toujours la question, c'est quand est-ce que ça finira par être parasité. On pense par exemple aux youtubeurs, au début de YouTube. YouTube c'était vu vraiment comme une terre d'indépendance où tout le monde pouvait percer. Et au début des années 2010, c'était fabuleux. YouTube, il y a plein de gens qui sortaient de nulle part et qui créaient plein de trucs. Maintenant, YouTube, c'est aussi devenu une grosse machine où il y a les têtes et puis bonjour pour réussir derrière, quoi. Donc, Mmh. ouais.
c'est compliqué, c'est Ouais, compliqué. il faudrait un concept et voilà. Mais en tout cas, Voilà. c'est hyper intéressant d'en parler avec toi. Toi, ça fait longtemps que t'es là en plus, dans le monde de l'indé. Et ben, je t'en prie, si Skitter, t'as une question, voilà, n'hésite pas. Mais toi, si t'as quelque chose à nous dire aussi, Joseph, par rapport à Bah, tes écrits, vas-y, nous t'écoutons. là, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis tout oui. Si vous avez quelque Mhm. chose de particulier à me demander. Mhm. Ben, moi, en tout cas, moi, personnellement, par exemple, c'est comment tu t'es construit une base, quoi. Comment tu t'es, bah, après, tu l'as dit toi-même, à un moment, tu as été édité, donc tu sais pas si, tu te dis que c'est peut-être là que tu as construit ta base, mais comment tu fais pour, C'est difficile à pointer en plus, je pense, à pointer bien du doigt, de savoir exactement quand c'est, parce que c'est des choses qui sont petit à petit. En tout cas, je sais qu'avant 2016-2017, c'était galère. C'était là où c'était le Mhm. plus dur, Mhm. et c'est là où je me cherchais le plus, et j'avais pas vraiment réussi à bien percer. Je pense que vraiment, bah, il y a eu la communauté que j'ai eue, il y a eu la maison d'édition, et puis il y a eu Simplement Pro. Pour moi, c'était vraiment Mhm. les trois choses qui m'ont commencé à... Enfin, Simplement Pro, c'était vraiment le truc où j'ai commencé à avoir des retours bah, de chroniqueuses et de chroniqueurs. Et je me suis dit, mais en fait, en fait, c'est bien ce que je fais. Enfin, les gens ont l'air de bien aimer ce que je fais, quoi. Parce que avant, quand on l'envoie à des proches ou des, enfin, les bêta lecteurs du début, forcément, c'est des proches. Voilà, ils ont, bah, soit ils sont pas forcément passionnés par l'écriture, soit ils te disent que c'est bien, mais tu les crois pas forcément parce que tu dis bon bah c'est mes proches, ils vont être gentils avec moi. Mhm. Donc t'as Mhm. pas ce recul vraiment. Je pense que c'est le moment où tu commences à avoir du recul sur ce que tu fais que c'est là où bah ça se lance. Après, je suis quelqu'un aussi de tenace, voilà. Mhm. Il y a ce côté où là, maintenant, avant, il y avait une époque où j'attendais impatiemment les retours. J'étais stressé, je voulais tout de suite savoir. Alors, je suis toujours content, j'attends toujours les retours et autres. Mais là, il y a ce côté où maintenant que je trace, c'est-à-dire que bah, je fais ce que j'ai à faire et après, je continue et je passe à autre chose. Mhm. 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 Ouais, t'as réussi à prendre cette distance Euh, avec le temps, c'est bien. Ouais, j'essaie de pas trop. On m'entend toujours ou pas? Parce que s'il y a quelque Oui, chose bien qui a sûr. sonné là. Ouais, d'accord. Oui. J'essaie de pas trop me concentrer sur les aléas à gauche et à droite parce que sinon c'est ça qui bloque, c'est des obstacles et donc du coup on n'a pas envie d'avancer derrière. L'autre chose, ah oui, l'autre chose que je dirais au passage, c'est il faut pas hésiter à aller à fond dans ce qu'on a envie de faire et de pas faire les choses à moitié. J'ai remarqué que les œuvres que j'ai faites qui ont fonctionné le plus, c'est celles où Mhm. j'étais sans limite, voilà, où je me disais mais ça va, là je vais trop loin là quand même. Et en fait, en indépendance, c'est ça, c'est pour ça qu'on est indépendant, c'est qu'on a envie de se lâcher le plus possible. Donc faut pas Mhm. hésiter à tout mettre de soi à l'intérieur, parce que enfin, c'est l'occasion quand on n'est pas censuré derrière. Donc bon, après il faut être délicat bien sûr. Hein. On n'est pas Mhm. censuré derrière, mais il faut pas non plus écrire des trucs absolument abominables. Hein. Enfin Mhm. abominables. Je m'entends bien. Enfin des trucs. Oui. Enfin voilà. Enfin je vais pas Ben rentrer dans les détails, mais des. même quand tu écris des trucs abominables, tu peux être édité en romance, hein. Parce que moi, je suis allée au salon du livre, il y avait des livres hyper trash qui ont été édités, qui ont un gros succès, hein. Donc, tu sais, Ouais. des Ouais, c'est fois, vrai, j'ai vu maintenant, ça. Mais ouais, après, ouais, quand je disais abominable, j'entendais pas forcément par rapport à la ah oui, violence ou le trash. Je parlais plus des idéologies un ah peu, oui, enfin, ouais, ouais. des trucs vraiment horribles, quoi. Voilà, c'est Mhm. ça, effectivement, ça c'est compliqué. Mais non, là, ce que j'entends en disant se lasser, c'est, je veux dire, bah, si on écrit, c'est qu'on a des choses profondes qu'on a envie de dire, des choses qui nous touchent, des émotions sincères. Et c'est surtout, bah, on se met un peu entre guillemets à nu quand on écrit quelque chose. On met beaucoup de soi et c'est intimidant de faire ça, de montrer ses tripes devant tout le monde, d'être fragile. La fragilité, voilà, d'exposer notre fragilité. C'est plus ça que j'entends, voilà. Pas d'être provocateur pour être provocateur. Ça, c'est encore autre chose. Même si la provo, elle peut être bien, mais fait de façon intelligente. Mais bon, voilà, il faut pas hésiter à, je pense, à montrer ses tripes. Surtout en Mhm. indépendant parce qu'on on peut tout lâcher quoi. Voilà. Mhm. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus possible d'être indé et de ne pas s'exposer médiatiquement? C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs indés aujourd'hui disent que pour vendre son produit, il faut d'abord se vendre soi-même. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, oui, ouais, ça a du sens, bah surtout avec les réseaux sociaux où on a une image en fait. C'est vrai que on Mm. passe par des réseaux et on met notre tête en avant et on met notre personnalité en avant, puis ça se compte en followers. Moi, il y a quelque chose qui me frustre assez d'ailleurs en ce moment, c'est que j'ai un petit nom sur Threads, mais je l'ai pas par rapport à mes livres. Je l'ai parce que je Mm. parle de politique états-unienne. Et donc du coup, bah Mm. lier les deux, c'est compliqué un petit peu, mais c'est vrai que c'est Mm. ça qui marche en ce moment, c'est de se mettre en avant en tant que personne et bon voilà. Et c'est vrai que des fois j'ai envie de dire, bah ma personne, on s'en fout un peu. Moi, c'est le bouquin que j'ai envie que qu'on connaisse. Exactement. Mais c'est Mm. vrai qu'on est dans Mm. une ère où c'est beaucoup comme ça. Après, comment dire, moi je suis pas défaitiste et le temps il change. Maintenant c'est comme ça, mais ça l'était pas il y a 10 ans. Enfin il y a 10 ans, pardon. Dans 10 ans, qu'est-ce que ça sera? On sait pas. Donc il y a ce côté aussi où je pense que c'est bien surtout de rester fidèle à ce qu'on fait et de pas trop. Enfin, c'est bien de regarder ce qu'il y a autour de nous pour essayer de se vendre. Hein, c'est pas ça que j'entends, mais il faut pas non plus essayer de trop se coller à la mode, parce que si on essaie trop de se coller à la mode, on peut exploser, mais brièvement, parce qu'on va immédiatement retomber derrière. Si on reste fidèle à ce qui nous tient Mm. à cœur tout du long, il y a ce côté où peut-être ça va être plus Mhm. difficile, mais à la fin, on aura construit quelque chose qui tient le temps, quoi, en fait, si ça a du sens. Mhm. Mhm. Non, c'est très intéressant et non, franchement, ça fait plaisir, en tout cas, d'entendre ton quotidien d'auteur et de voir, en fait, que, ben ouais, t'as fini quand même une saga, Ah, merci. félicitations, t'es en train d'en finir une autre, Deux t'en es, sagas, du coup. c'est, Une trilogie, une quelque chose, saga et la deux saga. Ouais. sagas, Ouais, il y a la ouais, trilogie des singes, c'était les ouais, trois, bah, là, franchement, il y a c'est, les cinq, et puis après, je me dis peut-être que je vais arrêter ma mm, carrière, mais on verra comment je me sens, hein, ça, on peut pas savoir. Mais mm, je vous remercie à vous tous, voilà, alors je suis désolé qu'il y ait eu des bugs au début avec le son. Là, ouais, c'est ça pas a l'air de grave, s'être stabilisé, là, quand j'ai pris l'appli. J'aurais dû stabilisé. prendre l'appli. Je Mm, suis vraiment pas bon mm, avec X, en fait, donc c'est, euh, comme vous le voyez. Mais exact. voilà, est-ce que quelqu'un a des questions Enfin, je peux répondre à des questions si jamais. J'ai pas envie juste de partir d'un coup, mais Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup parlé. Kevin, t'as pas. De toute façon, j'ai enregistré. Le space sera enregistré et puis je le partagerai aussi sur d'accord. Insta. Bah merci beaucoup. Ouais, bien sûr, pour qu'il y ait de la visibilité. Je- je- Je pense que je vais pouvoir l'extraire. Bah Mm. c'est super gentil. Je sais qu'il y a des gens qui seront sûrement intéressés parce que je disais, enfin qui attendaient de voir Mm. l'interview et qui sont pas forcément sur X non plus. Donc Ah bah oui, oui, bien sûr. Non, non. Je savais déjà que j'allais extraire l'interview. C'est vrai que beaucoup de gens sont pas sur X, alors que pour moi, je trouve que l'application, c'est vrai qu'elle peut énerver, mais je trouve elle est comment dire disponible pour les écrivains. C'est ouais. vraiment une appli où tu dois écrire quoi. Ouais, Donc tu c'est peux. plus une je boycotte X plus par militantisme, on va dire. Je suis pas très Je fan vois, je d'Elon vois. Musk, voilà, c'est ça qu'on va dire. Oui, ouais, ouais, je comprends. Vas-y, Skitter. Hello. Moi, j'avais une question en fait. C'était en fait sur le syndrome de la page blanche. Comment est-ce que tu as surmonté ça? Est-ce que tu as des tips à partager ou Ouais. Alors c'est une super question. J'adore cette question. Merci beaucoup, hein. Alors moi je pense que le syndrome de la page blanche entre guillemets n'existe pas. Alors il existe, ça. Je veux pas non plus. Mais il y a quelque chose que j'ai appris en école de cinéma que j'ai vu nulle part ailleurs qui a changé ma vie. C'est que alors après il y a deux syndromes de la page blanche, on va dire. Il y a vraiment ce truc de bah je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée, je sais pas où aller. Alors ça c'est quelque chose que j'ai pas connu parce que j'ai un plan depuis longtemps. Mais là, j'aimerais parler spécifiquement du syndrome de la page blanche, qui est celui où on a un bouquin, on a déjà bien avancé, on se met devant notre fichier, on veut continuer, et d'un seul coup, on n'y arrive pas, on n'est pas inspiré, on se dit putain, mais comment je fais avancer l'histoire, j'y arrive pas. Et ça, pour moi, il y a un moyen de l'affronter, très simple, enfin très simple, enfin très simple à garder en mémoire en tout cas. Et ça, encore une fois, je l'ai appris en école de cinéma. En fait, en général, quand on est bloqué face à notre texte, ça signifie que ce qu'on écrit, la narration,
est incohérent avec notre univers, avec le background, ou flou par rapport à notre univers. Donc en général, quand on ouvre le fichier et qu'on ne sait pas comment avancer, ça signifie qu'il faut relire d'avance pour voir où se trouve cette incohérence. Ou alors, essayer de réfléchir à notre univers derrière pour qu'il y ait une consistance. Et c'est là où, du coup, moi, j'ai une philosophie. Et donc, c'est mes termes à moi, hein. C'est pas des termes. Et désolé si les termes... Oula, il y a ma voix qui est en train de partir en live, là. Désolé si les termes font un petit peu entre guillemets sectaires, mais je vais expliquer pourquoi j'utilise ces termes. J'appelle ça les fondations, le Valhalla. Donc le Valhalla, c'est le paradis viking, c'est là où ça fait un peu sectaire. Mais c'était quelqu'un sur les réseaux sociaux qui un jour m'a dit ça, qui m'a dit un jour tu atteins le Valhalla quand tu écris. J'aimais beaucoup le terme. Mais du coup les fondations, c'est cette partie du bouquin qui est entre guillemets la plus chiante, où on bâtit vraiment toute la cohérence de notre univers qui est derrière. Faut vraiment penser notre histoire comme on narre une partie d'une histoire dans un univers qui continue à vivre quand on n'écrit pas dessus. Par exemple, si on prend ça comme exemple notre Terre, notre monde, notre Terre, voilà, elle existe depuis des millions, des milliards d'années, tout ça, notre galaxie et tout. Mais nous-mêmes, on est une toute petite histoire parmi toutes ces histoires, parmi tout ce monde qui fonctionne même sans nous. Et ben c'est pareil quand on écrit un bouquin. On écrit cette histoire dans cet univers qui continue à fonctionner sans nous. Et donc du coup les fondations, c'est vraiment construire tout cet univers derrière. Alors pas forcément tout en détail parce que si on commence à tout surréfléchir, au bout d'un moment on n'en finit plus. On peut pas savoir exactement tout point par point. Alors il y a des gens qui le font, hein, mais voilà, en tout cas savoir un maximum pour que ça ait du sens, même si on n'utilise pas tout. Et ça donne les fondations, c'est là où ça tient bien. Il y a tout qui tient. Et une fois que ça tient bien, en général, c'est là où on atteint ce que j'appelle le Valhalla. Et là, c'est là où le texte il s'écrit tout seul. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a posé derrière est là, il existe et il a du sens. Du coup, on n'a plus besoin de surréfléchir ce qui arrive. Et c'est là, du coup, où quand on arrive à une page et qu'on ouvre le fichier, on peut plus se retrouver bloqué en fait. Parce que du coup, tout suit vraiment ce qu'on a bâti. C'est comme une rivière en fait. Les personnages ils commencent à vivre d'eux-mêmes. Les actions elles prennent sens. C'est comme vraiment si on se donnait une base solide pour que ça glisse. Voilà. Et ça vraiment depuis que je sais ça, ça a changé ma vie parce que ça m'est arrivé aussi plein de fois à une époque d'ouvrir mon fichier et de me dire putain mais comment je fais avancer les persos là, c'est pas possible. Et puis après je me suis rendu compte, je me suis dit là les persos ils avancent pas, c'est parce que j'ai mal défini leur caractère, parce que j'ai mal défini l'univers. Parce que j'ai fait une petite erreur là à tel endroit, ça c'est pas logique que ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Et vraiment c'est comme une machine qu'on huile mieux en fait. Et voilà. Alors je sais pas après si ça a du sens, si ça rejoint ta question, mais voilà. Skitter, ça a répondu à ta question? Moi, quelle méthode? Ouais. Je m'étais jamais dit que c'est parce que ça a bloqué avec notre univers. C'est intéressant. Ouais, non mais ça c'est vraiment un truc qui a bouleversé un peu ma vision de l'écriture en fait, vraiment parce que ça. Après, bon voilà. Après, comme je le disais, la page blanche qui est de celle du genre je sais pas du tout quel nouveau livre écrire maintenant. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est vrai qu'il y a ce côté où là il faut trouver l'inspiration quand on part vraiment de 0-0. Et ça, comme je l'ai pas connu depuis longtemps, je pense que j'aurais du mal à donner des conseils parce que c'est vrai que j'ai un squelette très énorme depuis plus de 10 ans. Donc voilà. Mais oula, il y a mon chat qui miaule à côté. Mais ouais, voilà. Mais petite question d'ailleurs, est-ce que tu écris en fonction des genres qui sont popularisés? Ah non, Par pas du tout. exemple, Non, pas du d'accord. tout. Toi, t'es complètement. Non, c'est comme je le disais, j'aime pas forcément suivre une mode, j'aime faire des choses qui me plaisent. Et c'est intéressant parce que je vois les modes en fait qui suivent en passant par Simplement Pro, parce que je regarde ce que les chroniqueuses veulent. Elles disent en ce moment j'ai envie de lire ça, et en fait tu vois que toutes les chroniqueuses sont très dans ça. Alors c'est pas du tout un reproche, hein, c'est du coup on voit ce qui marche ou non, mais il y a ce côté où je me dis merde, mon bouquin là il va pas marcher maintenant, mais c'est pas grave parce que si j'essaie vraiment de trop me focaliser sur ce qui marche, encore une fois je vais faire un truc qui manque de sincérité en fait. J'ai envie d'être sincère et puis peut-être un jour ce que je fais ça plaira, voilà c'est surtout ça, mais en tout cas je le fais pas pour suivre une vibe, je le fais juste parce que ça me botte quoi. Voilà. Super.
Super. Bah, si Skitter n'a plus de questions, moi en tout cas, on va te libérer, mais en tout cas, D'accord. je tiens encore à te remercier d'avoir accepté de discuter avec nous. C'était hyper enrichissant. Merci à vous tous, hein. C'était un Moi, plaisir.